de la gauche, ça nous montre tout simplement qu'il existe aujourd'hui une gauche en train de se recomposer, mais qui semble irréconciliable ou non conciliable aujourd'hui avec un centre-gauche. C'est-à-dire que là, l'explosion, pour l'instant, du Parti socialiste, du moins dans les élections, montre qu'aujourd'hui, il existe bien deux familles à gauche qui ne sont pas immédiatement conciliables. L'échec de François Fillon. L'échec de François Fillon parle d'un échec personnel, mais c'est aussi un échec aussi de l'autre famille du bipartisme. Les Républicains étaient une initiative de Nicolas Sarkozy, créer un grand parti conservateur. L'échec de François Fillon montre là encore que cette droite conservatrice est en réalité une droite multiple, où il y a plusieurs tendances. Donc l'idée d'un parti monolithe à droite, à l'évidence, ne satisfait pas les lecteurs. Marine Le Pen et le Front National. C'est au premier tour, la victoire est toutefois plus modérée, le chiffre est beaucoup plus modéré que ne laissaient présager les sondages. Néanmoins, elle fait beaucoup plus que son père lors des élections de 2002. Elle gagne 15 à 20% des suffrages dans la plupart des territoires. Donc, tendance longue, il y a une montée et un enracinement du Front National. Quant à Emmanuel Macron, l'inattendu, il permet ici un recentrage de la vie politique, recentrage qui est le résultat d'une mécanique d'écartement à gauche et à droite. Le second tour, le système électoral suppose qu'il y ait un second tour avec deux finalistes. Scrutin majoritaire à deux tours, on retient les deux premiers candidats. Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Marine Le Pen a fait 21,7%, Emmanuel Macron a fait 23,7% des suffrages exprimés. La campagne ne dure que 15 jours, elle est dense. Le résultat, je vous montrerai la carte parce que c'est ce qui est finalement plus important. Emmanuel Macron fait 66% des inscrits, Marine Le Pen 34%. Qu'est-ce que je retiendrai dans ces chiffres? D'abord, je retiens encore une fois l'abstention et les bulletins nuls. Nous sommes là à des records. Un tiers, plus du tiers des électeurs se sont abstenus ou n'ont pas voté. C'est beaucoup. Emmanuel Macron fait 66%. Jacques Chirac, dans un duel avec Jean-Marie Le Pen, a fait 82%. Marine Le Pen fait 34%, ce qui est beaucoup, mais ce qui est quand même moins ce que les sondages lui donnaient comme possibilité électorale. La géographie. La géographie électorale, c'est une bonne tradition, en particulier de mon école. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur l'état d'esprit politique des Français? Tout d'abord, le vote du Front National. Vous le voyez sur cette carte, c'est essentiellement en bleu. Le vote du Front National, il se situe surtout au sud. Alors, j'avais le petit... Non. Voilà. Ah, j'étais un peu vite. Non. Au sud, ici, vous le voyez, et un grand nord-est, plus un certain nombre de poches, comme ceci, que l'on peut identifier sur l'ensemble de la carte. Ce que l'on peut déjà dire depuis les résultats, sans trop se tromper. Le vote de Marine Le Pen est un vote essentiellement périurbain. Les campagnes, on a beaucoup insisté sur les campagnes, mais il ne faut pas trop insister. Je reviendrai pourquoi. Ce n'est pas la banlieue, c'est toute cette zone franche de territoire qui se situe entre les grandes villes et peut-être les terrains les plus isolés. Alors que, inversement,
Emmanuel Macron gagne à l'évidence les grandes villes. Score historique à Paris, 90%. Emmanuel Macron fait 90% des votes à Paris, ce qui est considérable. La géographie d'Emmanuel Macron est intéressante, en particulier dans l'Ouest. Ici. Emmanuel Macron gagne sur des terres traditionnellement de gauche à l'Ouest, gauche modérée, ce qu'on appelle les radicaux en France, et surtout, il gagne sur des terres qui, pendant très longtemps, ont voté à droite, droite conservatrice. Là, c'est un double phénomène. Il y a un phénomène de déchristianisation en campagne, notamment en Bretagne, et où des villes importantes sont passées à gauche depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que les sondages nous révèlent sur la composition de l'électorat de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron? Quelle sociologie électorale? Alors, je vous livre ici des chiffres récents, très récents, de deux instituts, Ipsos et Sofres. Intéressant, les jeunes. Pour qui votent les jeunes? Ils ont voté à 66%, 18-24 ans, ils ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron. 66%. Intéressant, le vote jeune est dans la moyenne. Il n'y a pas de survote, il n'y a pas d'une sorte de plébiscite de la jeunesse pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de défiance non plus. La jeune génération ont voté exactement comme la moyenne électorale pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen, intéressant. Très intéressant, c'est le vote des 25-30 ans, 25-35 ans. 45%. 45%. Donc l'idée que le Front National s'enracinait de façon profonde dans les populations également, s'enracine dans des générations. Ça, c'est un phénomène que l'on constatait depuis 10 ans et qui se confirme. Les personnes âgées, pendant très longtemps, c'est bien curieux, on disait toujours, les personnes âgées votent très conservateurs, voire Front National. Eh bien, les retraités, d'après le sondage, 75% des retraités auraient voté Emmanuel Macron. Alors, il faut expliquer, il y a un certain nombre de raisons, et notamment de thématiques de campagne autour de la monnaie et la disparition éventuelle de l'euro qui était au programme de Marine Le Pen. Mais 75% des retraités ont voté pour Emmanuel Macron. Sur les catégories professionnelles, Marine Le Pen l'emporte dans le vote ouvrier. Les ouvriers ont voté majoritairement pour la candidate du Front National avec 56%. Évidemment, si on regarde les cadres et les professions intermédiaires, elles se portent très majoritairement sur Emmanuel Macron. 82% des cadres interrogés se déclarent avoir voté Emmanuel Macron. Voilà ce que l'on peut dire à partir des premiers éléments chiffrés, des enquêtes, des résultats et des sondages. Permettez-moi de conclure maintenant. J'ai parlé du quinquennat comme élément de stabilité, à condition que le président ait une majorité, dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Nous le serons aux prochaines élections, puisque les Françaises et les Français sont appelés à revoter pour les élections législatives au mois de juin. Il y a évidemment une inconnue. Une inconnue, c'est la question du parti politique d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron s'est reposé sur plus un mouvement qu'un parti politique structuré, ancien, avec un patrimoine de militants, un patrimoine de cadres et un patrimoine, je veux dire, idéologique. Deuxième élément, donc les législatives, point d'interrogation. Vous savez que c'est une question de stabilité. Deuxième élément concernant la stabilité, le bipartisme devait nous stabiliser. Ce bipartisme a volé en éclats. Mon sentiment, c'est que l'on revient au bipolaire. Deux pôles, gauche-droite, c'est sûr. Mais pas deux partis. Bipolaire avec 4 familles. Alors ça, c'est pas nouveau.
en France, jusque dans les années 70, au début des années 80, il y avait ce système de grandes familles, 4 partis. C'est ce que le politologue Maurice Duverger appelait, pardon pour l'interprète, le quadrille bipolaire. Question, maintenant, troisième point, mais les partis. Est-ce que les partis ont un avenir? Avec 2 tiers d'indifférents, ça pose un problème. Est-ce que le parti politique traditionnel a encore une capacité à représenter les choix politiques des Français? Eh bien, là, on peut s'interroger. Avec l'échec de Benoît Hamon, avec l'échec de François Fillon, on peut s'interroger quand même sur la capacité des partis traditionnels à incarner un projet politique. Et là aussi, cette question, elle n'est pas que pour les journalistes. Les historiens ou les politologues avaient déjà noté, depuis une vingtaine d'années, un effritement, un émiettement, pas une disparition, mais une érosion des partis politiques comme structure partisane. André Siegfried, qui était le pionnier de la géographie électorale, disait qu'il y avait 2 Frances. La France du granit, l'ouest, le massif central, le Cotentin, terre conservateur. Et la France du calcaire, les grandes plaines, terre des réformes et du progrès. Il fondait